Il est 13 h, vous êtes sur RTI 1, bonjour et bienvenue. Daniel Kablan-Duncan a présidé hier la première réunion du comité décisionnel du Conseil national pour la nutrition. Une rencontre consacrée à l'analyse de plusieurs points, notamment la validation de la politique multisectorielle d'allaitement et le dispositif de la sécurité sanitaire des aliments. Nous en parlerons en tout début de journal. Le Premier ministre, lui, était à Aboissau dans le sud Comoé. Amadou Gon Coulibaly y était pour la pose de la première pierre du centre hospitalier régional. Le Premier ministre a aussi lancé le programme de réhabilitation de 21 000 pompes hydrauliques villageoises sur toute l'étendue du territoire national. Au Brésil, au moins 55 détenus ont été tués depuis dimanche dans plusieurs rixes entre groupes criminels dans des prisons d'Amazonie. Les autorités affirment que la situation est de nouveau sous contrôle. C'est déjà à Manaus en 2017 qu'avait eu lieu un précédent massacre dans lequel 56 détenus avaient été tués durant les affrontements entre gangs criminels. On ouvre cette édition avec cette activité du vice-président de la République. Vous allez le voir en image. Daniel Kablan-Duncan a présidé hier la première réunion du comité décisionnel du Conseil national pour la nutrition. Une rencontre consacrée à l'analyse de plusieurs points, notamment la validation de la politique multisectorielle d'allaitement et le dispositif de la sécurité sanitaire des aliments. On écoute le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Mesdames et messieurs, en mai 2016, le gouvernement s'est doté d'un plan national multisectoriel de la nutrition PNMN 2016-2020, partie intégrante du PND 2016-2020, au thème d'un processus participatif et inclusif. Ce plan vise à garantir à l'ensemble de la population un statut nutritionnel optimal en vue d'améliorer son bien-être et de soutenir durablement une croissance inclusive et le développement du pays. Les investissements consacrés à la nutrition ont été inscrits au titre des priorités du programme d'investissement public. La mobilisation des ressources pour le financement de ce plan, d'un coût global de 267 milliards de francs CFA, a fait l'objet, vous rappelez, d'une table ronde organisée en septembre 2016. L'État contribue à hauteur de 15% de ce coût global. La mise en œuvre de ce plan permettra le passage à échelle des interventions nutritionnelles efficaces, spécifiques et sensibles à la nutrition, notamment à l'endroit des populations les plus vulnérables. Dans sa volonté d'accélérer l'action sociale dans l'optique d'une meilleure répartition des fruits de la croissance économique, le gouvernement s'est doté, vous le savez récemment, d'un programme complémentaire de renforcement de l'action sociale, le PS-GOUV 2019-2020, sous l'égide du président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara. Le PS-GOUV d'un montant total de 727,5 milliards de francs CFA vise à consolider rapidement les acquis. La lutte contre la faim et la malnutrition constitue une dimension importante de ce programme social. Les propos du vice-président ont été recueillis par Awa Touré. C'était lors de la première réunion du comité décisionnel du Conseil national pour la nutrition. Pendant ce temps, le Premier ministre, lui, était à Aboissau, dans le sud Comoé. Amadou Gon Coulibaly y a procédé à la pose de la première pierre du centre hospitalier régional. Il a d'ailleurs fait d'une pierre deux coups en lançant dans le même temps le programme de réhabilitation de 21 000 pompes hydrauliques villageoises sur l'ensemble du territoire national. Alexis Ouedraogo était à Aboissau pour RTI. À l'agenda du chef du gouvernement ce lundi, un début de semaine dans le sud Comoé. Premier point inscrit, l'état des lieux du réseau routier national et petite inspection des travaux de voirie. Tout ce qui est en bleu, c'est ce qui va être fait pour 2019. À moins d'un kilomètre, deuxième escale, Amadou Gon Coulibaly, gants bien serrés, procède à la mise en service de la pompe hydraulique du village d'Etiboué. Le geste donne le top départ aux travaux de réhabilitation d'environ 21 000 pompes hydrauliques villageoises sur toute l'étendue du territoire. C'est vraiment pénible pour les femmes qui étaient au champ, revenir et puis aller puiser l'eau au marigot, tout ça, vraiment c'est fatigant. Je félicite le gouvernement et en tant que doyen, je suis heureux. Cap sur le terroir d'Assouba, temps de réjouissance. Les populations venues nombreuses sont la plus reconnaissante de la pose ce jour de la première pierre du CHR d'Aboissau. Ce CHR qui va voir le jour sous le mandat du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, était attendu par les populations depuis de longues années. Notre mobilisation traduit la joie qui nous habite
Nous vous disons tout simplement Mo, Dada Mo, ce qui signifie merci aujourd'hui et merci pour toujours. C'est le 17 mai 2019 que la société Agentis s'est engagée aux côtés de l'État à piloter le projet de construction du CHR. Fruit de la coopération ivoiro-marocaine, ce projet devrait donner vie dans 16 mois à un pôle sanitaire très attendu des populations. Fils de la région, le ministre de la Santé n'a pas manqué de dire la reconnaissance du Sud Comoé pour le droit à la santé, mais surtout pour toutes les actions de développement ayant impacté les conditions de vie des populations. Quand on sait d'où vient Abosso, la célèbre cité historiquement parlant, bien sûr, pour avoir aujourd'hui, 8 ans seulement après l'avènement au pouvoir du président Alassane Ouattara, cette fière allure, pour afficher aujourd'hui cette image admirée et admirable, qui surprend plus que tout autre les anciens, nous pouvons dire tout simplement, vraiment, il y a un temps pour chaque chose. Oui, il y a un temps pour chacun de nous. Aujourd'hui, rien qu'avec cette infrastructure, c'est près de 30 milliards. Qui dit mieux? Plusieurs dons d'une valeur totale de 9 millions de francs CFA ont été remis aux populations par le Premier ministre. Au pupitre des allocutions, il salue la fraternité, les dignes fils de la région et la dynamique coopération ivoiro-marocaine. La belle région du Sud Comoé occupe, vous le savez, une place très importante, une place de choix dans l'œuvre de développement que conduit le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays. C'est pourquoi le choix de la région du Sud Comoé pour ces deux événements n'est pas un choix fortuit. C'est l'expression de la volonté du gouvernement d'accélérer le développement dans cette région si riche. Il en sera de même dans toutes les autres régions du pays, dans le cadre du programme social du gouvernement en cours d'exécution. Sensible au plaidoyer des élus de la région, le Premier ministre s'est voulu rassurant. Il est prévu pour la région du Sud Comoé, en plus du nouveau centre hospitalier régional, la construction à Bassam du Centre national de radiothérapie et d'oncologie médicale, qui sera le plus important de la sous-région ouest africaine. Il est également prévu la construction d'une école neuve de l'INFAS d'Abosso à Assouba. L'appel d'offres est en cours et les travaux demeureront avant la fin de l'année 2019. Le vaste programme hospitalier que porte l'État devra permettre à une vingtaine de villes et communes de voir construire des hôpitaux neufs aux côtés d'hôpitaux entièrement rénovés. Le gouvernement s'attelle à trouver des solutions appropriées aux grandes problématiques qui doivent permettre de rendre le système sanitaire performant. Il s'agit, entre autres, de mettre en œuvre la réforme hospitalière adoptée récemment par le gouvernement qui introduit des innovations pour une gestion plus efficiente de nos établissements hospitaliers. Il s'agit également d'aborder avec plus d'efficacité la question des ressources humaines en santé, de répondre à la disponibilité des médicaments et la question de l'entretien de l'existant. Amadou Gon Coulibaly a pour finir engagé les populations à s'approprier ces travaux et donner rendez-vous dans 16 mois. La Côte d'Ivoire est en route vers son développement et c'est tout le pays qui est concerné. Encore 4 villages de Dimbokro qui viennent d'être mis sous tension électrique en présence du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables. Coût de l'investissement, 336 millions de francs CFA. Et voilà qui porte à 41 le nombre de localités électrifiées dans la région. Et ce n'est pas tout. Abdourahmane Sissé annonce d'importants investissements à venir. Le reportage de Jean-Louis Bangbo. Lundi 27 mai 2019, une date à marquer d'une pierre blanche pour les populations de Dadié-Kwassikro. La raison, ce village situé à 13 km de Dimbokro a été choisi pour abriter la cérémonie de mise sous tension de 4 localités dans la région d'Inzi. On était dans difficulté. Parce qu'on ne peut pas aller voir ton ami chez lui à la maison, parce qu'il fait noir. Si tu n'as pas torche là, tu ne peux pas sortir. Actuellement, comme le courant est arrivé, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Je suis en Jaï même. Kogina, Bokabo, Kangrassou et Dadié-Kwassikro, désormais raccordés au réseau électrique national par ce geste du ministre Abdourahmane Sissé. Ce sont désormais
41 villages qui ont accès à l'électricité sur les 71 que compte le département de Dembokro, soit un taux de couverture de 58%. L'importance de l'électricité n'est plus à commenter. Nos parents vont sortir des ténèbres et surtout permettre à nos enfants qui sont dans les villages d'avoir l'électricité comme leurs frères qui sont en ville. C'est des populations qui attendaient la lumière et voilà que cette lumière est arrivée grâce au chef de l'État. Cette population est venue célébrer la lumière, mais dire aussi merci au chef de l'État pour toutes ces actions sociales qu'il mène. L'électrification de ces 4 villages qui s'inscrit dans le cadre du programme national d'électrification rurale, PRONER, a coûté 336 millions de francs CFA. Il reste encore 10 localités à Dembokro que nous allons électrifier entre maintenant et la fin 2020. Parce que dans le programme, il y en avait 15 qui devaient être faits. Tout ça pour dire que ce que le président de la République promet, il le fait effectivement. Dès la semaine prochaine, nous aurons des équipes qui seront sur place pour permettre aux populations de se raccorder effectivement à l'électricité en ne payant aucun sou. Les investissements engagés dans le département de Dembokro sur la période de 2012 à 2019 en matière d'électricité sont évalués à 2,3 milliards de francs CFA. La pluie qui apaise, la pluie qui tue. C'est de nouveau la saison des pluies, une période redoutée par une partie de la population abidjanaise. Et c'est à juste titre d'ailleurs. Hier à Yopougon, quartier Mikao, un éboulement s'est produit. Le bilan est lourd. 3 personnes ont perdu la vie. Et vous le voyez, le préfet d'Abidjan, Vincent Tobi, et le maire de Yopougon, Gilbert Kafana-Kone, sont sur place. Ces images nous sont rapportées par Jean-Marc Djadji. Son reportage complet ce soir dans notre édition du 20h. Pour l'heure, seule la commune de Yopougon fait les frais de ces premières pluies. Hier, le quartier CHU était sous les eaux, garages, habitations, véhicules, commerces, tout était inondé. Vous allez le voir dans ce reportage signé Hermance Zérignan et Eugène Atoubé. Une mare aux véhicules à quelques encablures du CHU de Yopougon. C'est ainsi qu'on peut caricaturer le spectacle surréaliste vu cet après-midi à 14 h pour pasticher le titre d'une œuvre de feu Bernard Dadier, La mare au crocodile. Un spectacle favorisé par la pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan entre 11 h et 15 h ce lundi. L'eau a littéralement submergé l'espace long de plus de 200 mètres que traversent les lignes de haute tension, un squat que les auteurs ont transformé en garage auto. Aujourd'hui, il paie le prix de la colonisation de ce site qui n'est pas à sa première inondation. Il y a plein de véhicules qui sont là, tous les moteurs ont déjà pris l'eau, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a d'autres, on va pouvoir faire avec les produits des véhicules, et il y a d'autres qui vont abandonner les véhicules, ils vont vouloir qu'on paye tout. Chaque année, c'est comme ça ici. Il faut que pour arranger la route normalement, pour mettre les barrages, pour faire les caniveaux aussi. Le site transformé en garage et aujourd'hui inondé était à l'origine interdit à toute habitation. C'est ce qu'on appelle la zone non édificandi, parce que zone à risque. En amont, arrivent toutes les eaux du ruissellement et les ordures charriées depuis les quartiers Andokwa, zone Emikao, dans la commune de Yopougon. Les habitations emportent les stigmates autant que cette clôture dont les jours sont comptés. Les riverains confessent qu'ils mesurent le danger et pourtant, ils sont bien là, à la merci des inondations, comptant sur leur bonne étoile pour qu'aucun drame ne survienne. Il faut un ingénieur qui doit venir voir, puisque la viabilité ici n'est pas claire. Vous voyez même que les maisons dans lesquelles habitent les gens, l'eau qui quitte là-bas a commencé à ronger. Et c'est pour que ces maisons-là s'écroulent sur les individus. La saison de pluie n'est qu'à ses débuts et pour le peu qu'elle a servi à la population ce lundi, on peut craindre ses effets les jours à venir. Les riverains victimes d'inondations de ce lundi le disent aussi, mais personne ne pense à quitter cet endroit où il est durablement établi. On va ajouter, Eugène Atoubé, que les autorités ne cessent d'exhorter les populations à quitter les zones à risque. Un concessionnaire automobile offre 4 véhicules neufs à la Marine nationale, des véhicules de liaison pour renforcer son parc auto. Le chef d'état-major général des forces armées a tenu à être présent à la réception du don. L'action s'inscrit dans le cadre des entreprises citoyennes instaurées par le gouvernement ivoirien. Reportage, Éric Goré. De la terre à la mer, toujours servir et défendre.
Tel est le slogan de la Marine nationale. Et pour joindre l'acte à la parole, le chef d'état-major général des armées à bord d'un des 4 véhicules neufs que vient de recevoir la Marine dans le cadre de ses missions. J'apprécie cet acte citoyen à sa juste valeur. Ça nous oblige à mieux nous tenir, à mieux nous comporter pour mériter de la confiance des populations. Ces moyens vont permettre d'accroître considérablement les capacités de mobilité des marins. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont immenses. C'est pourquoi je prends l'engagement devant vous de faire le meilleur usage. Ces véhicules flamants neufs sont offerts par un concessionnaire automobile qui se veut une entreprise citoyenne. À travers la remise de ces véhicules-là, nous voulons juste participer à la sécurisation de notre nation. Leur devise, c'est de la terre à la mer, toujours servir. Et donc nous répondons aujourd'hui à travers ces véhicules-là à la partie terre. Il faudrait que nos troupes soient mobiles pour pouvoir apporter la sécurisation à l'ensemble de la nation. C'est l'un des corps d'élite que nous aimons personnellement. Nous sommes prêts à pouvoir être aux côtés de toute l'armée de Côte d'Ivoire. À terme, le donateur veut participer à la mobilité de toutes les forces armées de Côte d'Ivoire pour les appuyer dans leur mission régalienne. Et c'est la transition toute trouvée pour parler transport. Le transport de marchandises assuré par les tricycles destinés au transport de marchandises. Pour les acteurs de ce secteur, il est maintenant temps de sortir de l'informel. La Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire vient de leur délivrer des cartes professionnelles à quelques-uns d'entre eux. Reportage Marcelin Cla dans un récit de Ouattara Amadou Walter. Dans la dynamique de l'organisation de leur secteur, les conducteurs de tricycles réunis au sein du syndicat de conducteurs de mototaxi de Côte d'Ivoire ont pris part à une cérémonie de remise de cartes professionnelles dans la commune d'Abobo. Relativement à leur incivisme et indiscipline constatée dans la circulation routière, l'activité des tricycles faisait l'objet d'une censure par le ministère des Transports. Il leur est interdit le transport des personnes. À présent, les choses vont dans le bon sens pour ces conducteurs de tricycles grâce à leurs actions de professionnalisation soutenues par le ministère de l'Artisanat. Nous comptons organiser nos artisans parce que de l'informel, nous allons au formel. Il y a des formations, c'est accompagné aussi de beaucoup d'autres choses. La Chambre du métier prend le relais. C'est pour cela que nous demandons à ces artisans-là de prendre la carte des métiers. C'est ce qui peut les envoyer devant. Sur 6 000 conducteurs de tricycles répertoriés dans la base de données de la Chambre de métiers de Côte d'Ivoire, environ 2 000 sont aujourd'hui munis d'une carte professionnelle. La date de rigueur, c'est dans 3 mois. Jusqu'à quand? Parce que nous avons mai, juin, juillet. Jusqu'en fin juillet, il faut que tout acquiert les cartes professionnelles. Ceux qui n'ont pas les cartes, on va les arrêter. Le monde de l'artisanat touche 40% de la population active, à savoir 40 corps de métiers et 245 métiers. Un atout que le syndicat de conducteurs de mototaxi de Côte d'Ivoire veut davantage valoriser. Et on a décidé de se mettre en syndicat pour essayer d'organiser le secteur des tricycles. On amène les chauffeurs à être en règle en face de la loi. Cette cérémonie a été ponctuée par un hommage rendu au ministre de l'Artisanat, Sidiki Konaté, pour son apport en faveur de ce secteur d'activité. Venons-en maintenant à cette convention cadre de financement de la commande publique. Une convention signée en 2015 entre l'État de Côte d'Ivoire et l'Association des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Elle devrait faciliter les prêts aux PME et PMI en vue d'exécuter les projets de l'État. Mais après 4 ans, le bilan n'est pas tout à fait satisfaisant. Le Trésor a décidé de reprendre les choses en main. Les explications de Francis Boifou. La convention cadre de financement de la commande publique signée en 2015 entre l'administration financière publique et l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, APBFC, devrait rendre les petites et moyennes entreprises PME ainsi que les petites et moyennes industries PMI compétitives. Les banques sont appelées à financer, bien sûr, ces petites et moyennes entreprises sur la base des prestations que ces petites et moyennes entreprises offrent à l'État. Et alors, pour que cela soit possible, il faut que les banquiers soient rassurés. Il faut que les banquiers sachent qu'effectivement, ces petites et moyennes entreprises-là ont réalisé des prestations vis-à-vis de l'État et que ces structures attendent de la part de l'État des paiements
Le bilan est mitigé. Le bilan est mitigé et les responsabilités sont partagées selon le représentant du ministre de l'Économie et des Finances. Un nouveau départ s'impose. Il s'agit pour les acteurs d'identifier les points de blocage afin de rendre le mécanisme de financement des PME-PMI flexible. La croissance est tirée par les petites et moyennes entreprises. Elles ont besoin d'être financées. Ça veut dire que si on identifie tous les points de blocage, ça va permettre aux banques de financer nos petites et moyennes entreprises et de les rendre plus compétitives. La commande publique désigne l'ensemble des contrats passés avec une entité publique, État, collectivité territoriale, établissement public national, en vue de satisfaire ses besoins en biens et services. Elle représente 30% du budget 2019 de l'État de Côte d'Ivoire, soit 2138,6 milliards de francs CFA. Jeudi dernier, le ministère de l'Économie et des Finances a organisé le lancement de l'enquête pour l'élaboration de la balance des paiements 2018. C'était en collaboration avec la Direction nationale de la BCEAO. Il s'agissait d'informer les différents acteurs sur l'importance de la balance des paiements en vue de les sensibiliser sur la nécessité de leur contribution à la réussite de l'enquête. Nadia Eidja, Cheikh Kone Aboubakar. La collecte de données pour l'élaboration de la balance des paiements 2018 démarrera en juin prochain. Cet instrument à double valeur permet la mise en place d'agrégats nationaux, mais aussi le suivi et l'analyse de la situation socio-économique du pays par rapport au reste du monde. Dans un contexte socio-économique et financier mondial en perpétuelle mutation, la parfaite maîtrise des flux financiers et des échanges commerciaux devient un avantage comparatif. Cette bonne connaissance du niveau des flux financiers et économiques extérieurs se présente également comme un important atout pour une meilleure orientation des politiques économiques et financières de notre pays. L'importance de la balance des paiements trouve ainsi sa justification. Un échantillon de 800 entreprises dans différents secteurs seront sondés dans le cadre de cette enquête. Après un taux de réponse au questionnaire de 89,9% en 2018, l'objectif pour cette année est de passer la barre des 90%. D'où l'importance de sensibiliser les opérateurs économiques à une parfaite collaboration. Cet atelier de lancement offre l'opportunité d'informer les opérateurs économiques sur l'utilité des statistiques des comptes extérieurs et l'importance de la pleine adhésion des chefs d'entreprise à la collecte de ces données. Je voudrais inviter toutes les structures à fournir des informations fiables qui sont indispensables à l'établissement de statistiques de qualité utiles à la prise de décisions pertinentes. Les données recueillies auprès des entreprises seront complétées par celles collectées auprès des structures publiques et parapubliques. Le délai d'élaboration de cette balance pour l'année 2018 est prévu pour fin septembre prochain. On va maintenant parler autonomisation de la femme. À Sinématiali, dans la région du Poro, 10 groupements féminins agricoles viennent de s'équiper en matériel de production. Des égraineuses d'arachides, des décortiqueuses de maïs, des balances et des motopompes. C'est le fruit du projet d'autonomisation de la femme initié par l'ONG Care International depuis 2015. On en sait plus avec Soro Corona de la station régionale RTI Boaké. Des égraineuses d'arachides, des décortiqueuses de maïs, des balances et des motopompes. Des équipements agricoles de transformation acquis par 10 groupements féminins du département de Sinématiali dans le cadre du projet Autonomisation des femmes initié par l'ONG Care International. Ces femmes du monde rural équipent ainsi leurs groupements à travers des prêts octroyés par des structures financières. Le projet HM est arrivé, on leur a dit qu'on devait leur donner des machines. Elles ont participé à l'achat des machines, mais elles pourront dire qu'elles ont payé ces machines à 100 francs parce que c'est parti de 100 francs. Elles encouragent les autres femmes à faire la même chose aussi. Pour l'ONG Care International, ce projet soutient l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre de la politique nationale de réduction de la pauvreté chez la femme en milieu rural. Un des axes clés de programmation des CARE, c'est sur l'autonomisation économique des femmes. Donc pour nous, à travers ce projet, on amène les femmes non seulement à s'engager dans une transformation des habitudes pour ce qui est épargne et prêt, mais également à s'engager sur l'élan du développement économique à travers l'action entrepreneuriale. Parrain de cette cérémonie de remise d'équipement, le président du conseil régional du Poro. Nous avons décidé effectivement que nous allons développer le partenariat avec Care International de telle manière que
la région du Poro devienne, comme nous l'avons toujours souhaité, comme avant, le grenier de la Côte d'Ivoire. Le projet d'autonomisation des femmes et de développement économique lancé en 2015 touche 14 000 femmes en milieu rural. Des mères au travail comme à Cinématiali, des ménagères, des mères aimantes, des mères attentionnées qui donnent la vie à tout point de vue. Nos mamans sont braves et elles sont à célébrer. Et justement, 3000 d'entre elles ont été honorées à Abidjan, Port-Boué. C'était à l'occasion de la fête des mères. Elles ont reçu des cadeaux d'une valeur totale de 21 millions de francs CFA. Reportage Théodore Zouzou dans un récit de Franck Quadio. Des veuves et autres mamans sélectionnés par 40 comités de gestion de quartier et de village de la commune de Port-Boué. Une célébration qui marque la fête des mères ici. Une occasion pour le maire Aimon Sylvestre de leur exprimer sa reconnaissance et son affection. Pour nous, c'est très important d'honorer nos mamans parce que pour nous, la maman, c'est un être cher, un être très important. Aujourd'hui, la particularité de cette fête, c'est que nous avons mis l'accent sur les veuves, celles dont les époux nous ont dévancés dans l'au-delà. Nous voulons leur rendre hommage aujourd'hui, nous voulons leur porter toute notre affection, notre amour. Le maire Aimon Sylvestre est venu les bras chargés de cadeaux, 3000 présents distribués aux femmes, des bénéficiaires d'origines diverses et d'activités différentes. Elles expriment leur gratitude. Nous sommes très heureuses d'être ici, de représenter les épouses des militaires qui occupent les forces françaises de Côte d'Ivoire. On est contente de fêter la fête des mères ici en Afrique, le berceau de l'humanité. Ce genre de manifestation, c'est important déjà pour la femme. Elle a sa place pour la cohésion sociale, il y a un beau message, la paix avant tout. J'ai béni le Seigneur et je demande au Seigneur de bénir le maire parce que grâce à lui au moins, malgré que j'ai perdu mon mari, c'est comme si c'est mon mari qui est là. La mairie de Port-Boué qui honore les mamans, aux femmes et aux jeunes, le maire promet le développement des structures sociales pour une meilleure autonomisation. Allons-y à Béoumi. Après les tensions, les cadres se sont réunis pour parler paix. Une paix véritable, durable, que rien ne pourra ébranler. Pour ce faire, un comité d'écoute a été mis en place. Occasion pour le ministre Sidi Tiemoko Touré, fils de la région, d'appeler les communautés baoulées et malinké au pardon et à l'entente. Le compte-rendu de nos confrères de RTI Boaké. Résidence du préfet de Béoumi ce 25 mai 2019, une rencontre en vue de trouver des solutions idoines à la crise survenue à Béoumi. Les autorités présentes ont demandé à tous les cadres de parler à leurs proches, de les conseiller afin de faire de Béoumi une cité de paix, de cohabitation pacifique de sorte à assurer son essor. La paix repose sur le vivre ensemble. Quand beaucoup de communautés sont ensemble, la culture s'enrichit. Aujourd'hui, on leur a laissé la latitude de s'exprimer davantage, d'aller beaucoup plus loin. Et c'est la première fois, devant tout le monde, de façon solennelle, d'aller définitivement à la paix. Nous avons assisté à l'engagement qui a été pris par les deux communautés. Nous sommes sûrs que la paix va se consolider dans cette cité. Au cours de cette cérémonie, des dons ont été faits aux populations sinistrées lors de ces affrontements. Affrontements qui ont occasionné plusieurs morts, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. Le ramadan bat son plein. Depuis plus de 3 semaines, les fidèles musulmans observent le jeûne du lever du jour au coucher du soleil. C'est un moment de prière et de partage. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion et de la lutte contre la pauvreté l'a bien compris. Sa caravane de la Solidarité a fait une halte à Gagnoa où une centaine d'associations caritatives ont reçu des kits alimentaires. Au Soudan, la semaine dernière, la coalition civile a appelé à 48 heures d'arrêt de travail à partir de ce mardi 28 mai pour faire céder les militaires putschistes qui ont pris le pouvoir. En jeu, la composition du Conseil souverain, l'organe qui va mener la transition jusqu'aux élections. Les deux camps ne sont pas d'accord sur sa composition et sa présidence. Au Brésil, au moins 55 détenus ont été tués depuis dimanche dans plusieurs rixes entre groupes criminels dans des prisons d'Amazonie. Les autorités affirment que la situation est de nouveau sous contrôle. C'est déjà à Manaus en 2017 qu'avait eu lieu un précédent massacre dans lequel 56 détenus avaient été tués à l'arme blanche durant des affrontements entre gangs criminels pour le contrôle du trafic de drogue dans la région. Et puis pour terminer, on y va à Kawasaki, près de Tokyo. C'est au Japon où une attaque au couteau a coûté la vie à une école
écolière et à un homme de 40 ans décédés des suites de leurs blessures. 17 autres personnes, dont au moins 8 autres écoliers, ont été blessés et certains sont dans un état grave. L'agresseur présumé est également décédé des suites des blessures qu'il s'est infligées. Une atroce tuerie, c'est ce qu'a déploré le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Et c'est la fin de ce journal. Je serai encore chez vous demain à 13h. Bonne journée sur la chaîne qui rassemble.